Bien, chers amis, bonjour. Nous allons continuer le commentaire et la lecture du travail que j'avais accompli il y a quelques années et relatif à l'être universel et le phénomène de mondialisation. Mais juste avant cela, je voudrais revenir sur la notion de structure et de système. On l'a déjà dit, mais c'est très important de le ressouligner. Le système est l'ensemble des modes de pensée qui permettent à une nation de se faire, si je peux me permettre de parler ainsi. C'est-à-dire que le système pur, notamment, va être de nature, dans notre langage à nous, évidemment, masculine. Et il va intégrer une nouvelle forme de système qu'on appelle les systèmes, disons, structuraux, qui vont être la concrétisation de ces systèmes purs ou abstraits et de nature féminine. Ces systèmes, si vous voulez, concrets, qu'on appelle structure, va permettre, grâce au régime économique, par exemple le régime de la Ve République en France, qui est de nature, pour notre langage à nous, bien sûr, féminine, va permettre de créer, au niveau de l'âme collective, la nation. Par exemple, la nation française. Et l'idéologie capitaliste, l'idéologie dans d'autres systèmes socialistes, l'idéologie libérale, l'idéologie féodale, l'idéologie va être, si vous voulez, le ciment. Le ciment qui va permettre aux systèmes et aux structures, au pluriel, parce qu'évidemment, il y a des sous-systèmes et des sous-systèmes, des structures et des sous-structures, cela évidemment presque à l'infini, puisqu'il y a les structures sociales, les structures économiques, les structures budgétaires, etc., etc. Et cela doit être, si vous voulez, regroupé vers l'unité. C'est-à-dire qu'une nation saine doit avoir les systèmes abstraits, les systèmes concrets, intégrés les uns dans les autres, avec, au niveau de la réalisation, un régime économique, un régime politique, un régime juridique. Par exemple, je répète, le régime de la Ve République, avec une constitution, avec des lois, avec des ministères, etc. C'est la concrétisation féminine du système pur qui est par définition masculine. Et tout cela doit aller dans le même sens, avec véritablement une idéologie qui est acceptée, disons, par la majorité des citoyens. Cela n'inclut pas, évidemment, le fait qu'il peut y avoir une minorité agissante, différente, puisque Dieu a créé le monde avec des forces contraires par définition. Mais là où ça ne va pas, là où il peut y avoir une crise de la nation, c'est lorsque les systèmes abstraits et les systèmes, disons, concrets, les régimes économiques, les structures, ne sont plus en phase d'unité. Il y a des forces contraires qu'ils ont pénétrées pour séparer. Par exemple, mai 68 est une révolution, la révolution sociale et studentine de mai 68 en France a eu pour objet, dans notre langage à nous, de séparer, si vous voulez, les structures abstraites et les systèmes abstraits et les structures. Excusez-moi, je répète, les systèmes abstraits des structures. Donc cette séparation est source de crise, source de révolution. Le fait, par exemple, qu'aujourd'hui, il y a une entrée non contrôlée ou très peu contrôlée de l'immigration en Europe est un danger pour les nations européennes. Pourquoi ? Il ne s'agit pas de faire du racisme, bien entendu,
Il ne s'agit pas de faire non plus du misérabilisme, il s'agit de protéger les structures. Alors si vous voulez intégrer dans les systèmes, alors si vous voulez un point fondamental, lorsque les structures, les systèmes et les idéologies sont unifiés, la nation est saine, elle porte en elle le fruit du progrès. Si, au contraire, il y a relâchement, déstructuration, peut-être pouvant entraîner une sorte d'explosion du système, en bout de chaîne, en bout de dynamique, eh bien cela peut être extrêmement grave pour la nation. La nation n'est pas un ensemble d'individus seulement, la nation a une âme, et l'âme collective, et Ernest Renan, si vous voulez, le sociologue catholique de la fin du XIXe siècle, a fait un discours aux environs des années 1908, de mémoire, je dis ça de mémoire, à l'Assemblée nationale, expliquant bien que la nation française est avant tout une âme collective. C'était un discours absolument prémonitoire et extrêmement important pour les nations. Évidemment, là, je me place dans l'universel divin, et non pas dans le peuple juif seulement. Je parle au niveau de l'universel, évidemment. Alors donc, ce monsieur Ernest Renan, qui a fait ce discours fondamental, a bien appuyé sur le danger. Le danger, c'est l'éclatement du système par l'absence d'un phénomène d'autocontrôle. Si vous voulez qu'une nation saine est une nation qui va s'autocontrôler, c'est ce qu'on appelle les normes sociales, c'est ce qu'on appelle le contrôle social. Et à l'intérieur de ce contrôle social, à l'intérieur de cette dynamique sociale, il y a ce qu'on appelle le lien social. On y reviendra plus tard. Et ce lien social, il est fondamental parce qu'il va définir les rapports de l'homme au travail. Il va définir le rapport de l'individu vers le collectif. Quelle est la place de l'individu dans son champ de vision par rapport au travail, dans le champ de vision collectif par rapport au travail. Alors pour cela, je vais me référer à un livre extrêmement, pour moi, qui était fondamental lors de mes études universitaires à Paris. Il s'agit d'un vieux livre écrit par le professeur André Philippe, Histoire des faits économiques et sociaux, paru il y a déjà pas mal de temps, dans les années 70, aux éditions Aubier et Montaigne. Voilà, je vous le montre. Vous voyez, c'est un livre qui est aujourd'hui difficilement trouvable, mais fait partie des très grands livres d'économie sociale, de philosophie sociale, d'explication des systèmes et des structures. Et ce livre, je vais m'y référer maintenant. Et notamment, si vous voulez, dans son introduction, aux pages 33, 34, 35, 36, jusqu'à la page 39 à peu près. 39-40. Alors, je vais souvent citer, je vais souvent lire, parce que c'est très très important. Notre but ici, c'est de présenter le rapport du lien, le lien entre l'homme et le travail au niveau universel, et pas au niveau de la Torah donnée par Dieu aux Hébreux. Nous sommes ici au niveau de l'universel, je répète. Et je vais donc faire un petit résumé. Nous en avons déjà parlé auparavant quelque peu, mais là vous allez voir, l'angle de vision va être différent. D'abord, un point fondamental. Il faut séparer les sociétés dites antiques des sociétés dites modernes. Les sociétés dites antiques rejetaient le travail. Le travail était considéré comme une tare, réservée aux esclaves. L'homme politique, l'homme libre, était un homme qui ne travaillait pas, qui s'occupait de philosophie, de politique, qui s'occupait des armes, mais qui ne travaillait pas au sens corporatiste du terme. C'était réservé aux esclaves, et les esclaves étaient considérés à l'époque comme des sortes, dans le langage actuel, des machines, qui, tout simplement, remplaçaient
le patron face aux tâches collectives. Et il y avait toutes sortes de catégories d'esclaves. Des esclaves artisans, des esclaves ménagers, des esclaves agriculteurs, etc. etc. C'est une société, disons, fondée sur l'esclavage, et donc le travail était considéré comme une sorte de servilité. Au Moyen-Âge, chrétien, nous sommes dans l'universel, en Europe. Au Moyen-Âge, au pluriel, parce qu'évidemment, je vous l'ai dit l'autre fois qu'il y avait plusieurs types de Moyen-Âge, plusieurs parties. Une grande historienne qui s'appelait Laurence Pernoud en a parlé. On ne parle pas de Moyen-Âge au singulier, mais des Moyen-Âge. Pour en finir, elle avait écrit un livre extraordinaire, pour en finir avec le Moyen-Âge. Il ne s'agit pas d'un Moyen-Âge, mais des Moyen-Âge. C'est-à-dire que Dieu a créé le monde, vous voyez, par étapes, par graduation. Et donc il faut considérer que les Moyen-Âge, ce sont des périodes universelles, pleines, autonomes et complémentaires les unes par rapport aux autres. Elles se suivent, mais chaque période est complémentaire. Alors au Moyen-Âge, le rapport de l'homme au travail était un rapport qui était extrêmement chrétien. C'est-à-dire qu'on considérait d'abord que l'homme travaillait parce qu'il était puni. Le travail était considéré comme une punition. Le travail était considéré comme un labeur. Au niveau du mot, au niveau de la substance étymologique, le travail vient du latin tribilium. Et le tribilium, c'est un instrument de torture. Vous voyez, c'est le travail considéré comme une torture. Mais, parce que l'homme, au Moyen-Âge chrétien, était un contemplatif. Et il avait, si vous voulez, le devoir de contempler son monde, la nature, etc., et de faire, si vous voulez, par un système corporatif très, 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 très structuré, mais de faire des produits qui sont des produits de contemplation. Par exemple, une belle coupe, une belle paire de chaussures, un bel habit. Et donc, en utilisant des tissus nobles. Et pour les nobles, pour les gens riches, et pour les pauvres, il y avait aussi toute une sorte de microsystème, n'est-ce pas, qui permettait aux artisans de faire pour les serfs et pour la population en général de campagne. Nous sommes dans une société, disons, où 85% de la population active, si on peut se permettre de parler comme cela, était dans les campagnes. À peu près 5 à 6% étaient dans l'armée, quelques pourcentages dans la chrétienté, dans les ordres, et vous avez le reste qui étaient des hommes, disons, politiques, des seigneurs, etc., etc. Donc ces 85% de la population, dite, si vous voulez, entre guillemets, dans l'agriculture, était une population qui s'auto-entretenait. C'était des micro-productions. Et ces micro-productions étaient aussi dans le monde de la contemplation. On ne produisait pas pour le plaisir. Ce n'est pas du tout l'ordre des choses. On ne produisait pas pour dominer. On produisait parce qu'il fallait tout simplement vivre, simplement, pour contempler. Alors, au niveau de la philosophie, disons chrétienne, la philosophie morale, la philosophie sociale, il y a eu à cette époque-là, en Europe, deux grandes, si vous voulez, écoles. La première école, c'est l'école dite de Luther. Luther étant un ecclésiastique, nous sommes au XVIe siècle, et à la fin du XVe, début du XVIe, et Luther va accompagner, si vous voulez, le progrès économique et social pour faire sa petite révolution. Il va, si vous voulez, d'abord accepter la contemplation, mais la réaliser par l'action. Et ça, c'est sa révolution. L'homme est sur terre aussi pour agir. Certes, il y a des pauvres, il faut les aider.
Les pauvres sont considérés comme une sorte d'individus maudits, si vous voulez, qu'il faut aider. Mais le but, dit Luther, c'est contempler, d'accord, mais agir. Je vais vous donner je vais citer quelques idées très très intéressantes, vous voyez, de Luther. Par exemple, vous voyez, le travail a une valeur religieuse. Je suis à la page 36 de ce livre. Le travail a une valeur religieuse, c'est la notion luthérienne du Beruf en allemand, c'est-à-dire que la vocation dans le métier n'est pas dans un métier nouveau choisi, mais dans le métier dans lequel on se trouve dès la naissance. C'est-à-dire que pour Luther, le travail a un but. Ce n'est pas le gain, ce n'est pas le profit, c'est la subsistance. Vous voyez, je me réfère là-dedans sur ces textes-là. Luther va mettre donc la pensée religieuse au niveau économique dans l'action. Maintenant, la deuxième école, qui est beaucoup plus progressive, beaucoup plus reliée, disons, à la modernité, est la thèse de Calvin. Calvin, le calvinisme, a écrit une lettre, notamment la lettre de l'usure, en 1545, je le cite, et qui va représenter par un tournant complètement révolutionnaire dans l'esprit du temps. Que s'est-il passé? Pour Calvin, d'abord, il faut prêter. Il faut prêter. Il disait que l'Église a raison de ne pas prêter avec intérêt. Chez les chrétiens du Moyen-Âge, il était interdit de prêter avec intérêt. Et ça s'est relié évidemment au judaïsme, au Talmud. Mais il disait qu'en fin de compte, on va prêter non pas pour s'enrichir, mais pour permettre à l'emprunteur de produire. Et ça, c'est une révolution dans la pensée fondamentale. Les avantages nés de l'acte économique deviennent pour Calvin très nécessaires, importants. Il va donc, si vous voulez, exalter l'importance du crédit dans l'économie. Alors regardez ce qu'il dit. La certitude, je le cite, à la page 37, la certitude de son salut viendra de l'observation objective des résultats de ses actes. Toute action a donc un sens social. Si je prête à l'autre, c'est pour lui permettre de produire. Et s'il produit, il va permettre aux autres de manger, d'avoir, si vous voulez, une subsistance. Donc, si vous voulez, là, c'est très important. Parce que le travail, nous sommes en chrétienté ici, le travail est une forme de salut. Qui est le fruit, ça c'est très important, dit Calvin, le fruit intérieur normal qui est inclus dans l'homme. Le travail, je répète, est le fruit normal, je cite, de la vie intérieure de l'homme. Il ne doit jamais, donc, si vous voulez, se transformer, se dissiper dans des dépenses de luxe. Le luxe, pour Calvin, n'est pas de mise. Il s'agit du travail social. Pour lui, le luxe, c'est le signe de Satan. C'est le signe du mal. On ne doit pas chercher le plus grand profit. Ce qui est très intéressant ici, c'est que ce n'est plus le pauvre, voyez, qui va être aidé, respecté, parce c'est un homme qui est pauvre parce que Dieu le veut. Là, ce qui va être, disons, respecté, plus respecté peut-être, c'est le travailleur.
Parce que le travailleur va permettre, si je parle de langage aujourd'hui, le progrès social. Il va permettre à l'autre de se définir et de s'organiser pour les autres. Donc, ce qui est très intéressant, l'entrepreneur, et là nous sommes dans une idée absolument révolutionnaire, pour Calvin, l'entrepreneur n'est propriétaire de rien. C'est un individu, si vous voulez, qui va être l'intendant de Dieu pour les autres. Et là, nous sommes véritablement dans la racine du protestantisme, du calvinisme anglais. Ce n'est pas pour rien que ce sont les Anglais qui ont développé les premiers la révolution industrielle. Et de cette, si vous voulez, état d'esprit, de cet élément source, Dieu va faire en sorte que cela va s'épancher dans le monde pour donner le progrès économique et social du 19e et surtout du 20e siècle. Avec toutes les crises et les guerres qu'on connaît évidemment. Alors je continue. L'entrepreneur n'est propriétaire de rien. Il est seulement intendant de Dieu sur les autres. Le travail est un sacrement. Nous allons là sanctifier le travail. Et donc, nous arrivons à un point qui est fondamental. Qu'est-ce qui est sanctifié là-dedans? Ce n'est pas la bourgeoisie qui va accumuler au fil des périodes. Elle a joué un rôle très important dans la révolution industrielle, mais ce n'a pas été le rôle central, dit M. André Philippe dans son livre. L'élément central, ce n'est pas l'accumulation des richesses seulement. C'est l'apparition d'un entrepreneur, d'un homme, qui va se donner à fond, pas seulement pour lui et pour son profit personnel, mais pour les autres. Parce qu'il sait qu'il est envoyé par Dieu pour aider les autres dans l'accomplissement des tâches de production. Et l'entrepreneur, dit Calvin, va être donc cet élément moteur qui va permettre, quelques siècles plus tard, n'est-ce pas, au XVIIIe siècle, la première révolution industrielle. Regardez, je cite quelque chose de très intéressant. Je cite quelque chose de très intéressant, excusez-moi, voilà, je retrouve la page. Nous verrons donc que le capitalisme moderne ne va pas sortir des milieux financiers du grand capitalisme commercial préexistant, comme au XIIe siècle, comme au XVIe siècle, les différents capitalismes marchands, des transports, etc. Ce n'est pas d'un milieu déjà arrivé, d'un capitalisme commercial et financier déjà établi, que sortira la révolution industrielle. La révolution industrielle sortira d'un groupe de travailleurs épargnants, énergiques, sortis du peuple, durs pour eux-mêmes comme pour les autres. La pauvreté est considérée comme une tare. Ce qui est très important, c'est la vocation individuelle par rapport à la vocation collective. Des individus qui vont risquer leur capital pour, si vous voulez, non pas seulement s'enrichir, mais pour permettre le progrès économique et social. Et la révolution industrielle, si vous voulez, va s'imbiber d'une autre pensée qu'on appelle la pensée libérale. Et la pensée libérale, dans le rapport de l'homme au travail, va jouer aussi un rôle très très important. Pour Adam Smith, on l'a déjà dit, les libéraux anglais, anglicans, descendants de Calvin, le travail est seule source de richesse. La production est liée directement, non pas à la monétarisation de l'acte, mais est liée au travail. Plus un bien possède des unités de travail, et plus il est, disons, cher. La valeur d'un produit est liée à la valeur travail. Et cette idée-là, qui a été reprise plus tard par Ricardo, quelques années plus tard, après évidemment par le marxisme, par Karl Marx, on l'a déjà vu, eh bien, est une idée révolutionnaire. Le travail est considéré comme la seule source de richesse. Alors aujourd'hui, évidemment, nous ne sommes plus
dans cette câble-là. Au niveau de la mondialisation, nous vivons véritablement une sorte d'éclatement des valeurs du travail, d'émiettement du travail. Ça s'est déjà passé, entre parenthèses, au début du XXe siècle, avec le travail éclaté, avec le travail à la chaîne, avec le travail que George Friedman appelait le travail en miettes. Il a écrit un livre il y a maintenant pas mal d'années, extrêmement intéressant, sur le travail à la chaîne, l'organisation scientifique du travail, et dans lequel cet auteur, ce très grand sociologue d'origine juive, n'est-ce pas, George Friedman, eh bien, va expliquer que le travail va être séquentiel, il va être disséqué en tâches simples, et donc le coût de production va baisser. Il va y avoir une sorte de propension marginale, si vous voulez, au profit. Bon, ça c'est un peu compliqué, parce que les prix vont baisser et les coûts de production vont baisser, donc les produits vont être offerts au plus grand nombre. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette table-là. Au XXIe siècle, nous sommes dans un éclatement, d'une brisure des vases, si vous voulez, au niveau kabbalistique. Malheureusement, et ça fait très peur. Nous sommes dans une sorte d'émiettement du travail social parce que le travail n'est plus rémunérateur. Ce qui est rémunérateur aujourd'hui, c'est la spéculation, c'est l'économie casino. Et ça fait très 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 peur. Ce qui est aujourd'hui en crise, c'est la classe moyenne qui va louer sa force de travail, qui a servi, si vous voulez, de ciment, n'est-ce pas, par l'idéologie moyenne. La classe moyenne va servir de ciment à la nation. Si la nation française, la nation d'une manière globale dans le monde est en danger, c'est parce qu'il y a une sorte de reconsidération de la valeur travail. Alors peut-être que nous sommes aussi dans une société de pré-progrès nouveau, de post-industriel, ça certainement. Mais il est évident que là, la crise, elle sort de cette incapacité individuelle et collective à résoudre le problème de la précarité de l'emploi. Chacun qui rentre aujourd'hui dans une tâche n'est plus sûr de la finir à la fin de l'année, pour ne pas dire à la fin du mois. De très nombreuses parties, que ce soit en Amérique, en France, en Angleterre, partout, de la population active, de très nombreuses parties de la population active vivent dans un état, si vous voulez, de précarité. C'est pas qu'ils n'ont pas un emploi, c'est que d'abord l'emploi permet de plus en plus difficilement à subvenir à ses besoins, mais en plus, cet emploi, il n'est que précaire, il n'est pas du tout défini sur le long terme. Et cela touche l'ensemble des couches de la structure sociale. Alors nous sommes donc, si vous voulez, dans une situation de crise. C'est pour ça que l'État-nation est en danger. Et cet État-nation qui est en danger peut entraîner toutes sortes de métastases au niveau de l'économie globale, au niveau de la mondialisation, qui peuvent mener à la guerre. Y compris la guerre militaire. La guerre économique, elle a toujours existé. Mais y compris une guerre militaire terrible. Pourquoi ? Parce que la nature du lien social dans les pays dits occidentaux est brisée. Il n'y a plus, et là je finis là, il n'y a plus de synthèse, il n'y a plus d'idéologie commune entre les systèmes purs, les structures, les régimes. C'est une sorte de décantation, de déstructuration, d'implosion interne même du système. Et ça fait très 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 peur. Parce qu'on n'est plus capable de s'autocontrôler. Alors que Dieu nous protège, que Dieu vous protège. J'espère que le devenir humain sera un devenir positif, fait de bonheur et fait, disons, de symbiose, et fait d'équilibre, et fait d'harmonie. Je vous embrasse tous. Merci.